On leur fait la dialyse et tout, parce que le temps de cette incubation, pour tout être humain, nous l'avons calculé, elle prend 5 ans. Souvent 7 ans, pour s'asseoir. Mais sa première apparition en tant que maladie, comme cancer dans le corps de l'être humain, c'est à partir de 5 ans. Waouh! Vous voyez? Donc, tu étais là, tu ne penses même pas, tu ne cherches même pas à savoir comment annuler ça pour ne pas que ça devienne une pathologie. Oh non, moi, vos histoires là, je ne suis pas dedans, je suis en bonne santé. Moi, il fait du sport, je suis en bonne santé. Est-ce que vous voyez? Mais quand ça surprend, non, il était là, il courait même hier, il courait bien. On ne sait même pas ce qui est arrivé. Qui t'a dit que courir veut dire que l'incubation n'est pas dans ton corps? Ok. Donc, c'est pour ça que quand vous partez, hein, on fait l'examen, on va trouver que, ça dit que le volume de l'incubation dans ton corps là, son volume là, voilà, c'est ce qu'on va appeler charge. Donc, si c'est virus, on dit charge. Si c'est microbe, on dit charge microbienne. Ce sont des gros mots qu'on vous trompe avec, mais c'est simple que ça. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, l'incubation, c'est votre sorcier. C'est votre ennemi. Donc, il faut le déstabiliser. Donc, l'incubation va grandir. Pour créer maintenant dans le corps, c'est-à-dire qu'il grandit. Et il va créer quoi? Des inflammations. Est-ce que vous comprenez? Et les inflammations vont devenir maintenant des... Et les infections vont maintenant devenir quoi? Voilà. Est-ce que vous voyez? Nous avons posé la question. Voilà. Il y avait combien de niveaux de cancer? Tu peux nous mettre ça? Vous allez voir quelque chose. Combien de niveaux de cancer? Tu n'as pas pu enregistrer ça? Hein? Tu aurais dû travailler ça. Je t'avais appelé ça. Ok. Étudiant, combien? 4. Ça commence de quoi à quoi? Ça commence de 0 à 4. Ah, ça commence de quoi? Donc, comment un cancer peut commencer de 0? Normalement, on devait dire de quoi? De 1. Donc, ça veut dire quoi, étudiant? Ça veut dire que tout le monde a cancer. C'est ce que vous ne savez pas. Tout ce que vous voyez marcher dans Abidjan, là, vous avez tous le cancer. Est-ce que vous voyez? C'est parce que ça ne vous a pas encore. Voilà, on commence à calmer. Donc, il faudrait que vous soyez capable de pouvoir essayer de voir comment est-ce qu'il faut réduire la charge virale ou la charge microbienne qui est donc censée de pouvoir développer les inflammations, les infections, les plaies intérieures et les cancers. Est-ce que vous pouvez vous acclamer? Donc, on a l'impression que la maladie, c'est magie. Alors que ce n'est pas la magie. C'est un processus. Et quand vous connaissez ce processus-là, mais vous devenez d'abord votre premier docteur. Votre vie vous appartient. Vous devez connaître votre vie parce que vous avez droit à la vie. Donc, vous devez avoir une longue vie. Mort brutale comme ça. En Afrique, chez nous, dans notre tradition, la mort d'un jeune, d'un enfant, c'est considéré comme une quoi? Une malédiction. Est-ce que vous voyez? Mais aujourd'hui, les gens meurent. Et souvent, on dit non, on ne sait pas pourquoi ils meurent. Ils meurent à cause de l'occidentalisation. Bon, on va parler des maladies. Quelles sont les maladies qu'on peut connaître aujourd'hui? Les maladies, les cancers et les maladies aujourd'hui qui font feu. Diabète. Diabète. Insuffisance rénale. Et puis quoi? Drépanocytose. Ok. Prenons insuffisance rénale. C'est quoi? Il y a une dame, voilà, qui est venue me voir au bureau. Elle dit qu'elle a insuffisance rénale. Je lui ai donné le diabète spécialisé. Non, docteur, moi je n'ai pas de diabète. On dit que j'ai insuffisance rénale. Je dis, mais insuffisance rénale, c'est diabète? Elle dit non, ok, mettez. Parce qu'il y a ce qu'eux, ils vous disent là-bas et il y a ce qu'ils écrivent. L'insuffisance rénale est une maladie où les reins ne peuvent plus filtrer efficacement quoi? En entraînant une accumulation de déchets et de liquides. Elle peut être aiguë, survenant brutalement ou chronique, développement, voilà,
Et voilà. Altération brutale potentielle, révision, cause, infection grave, hémorroïde, traitement souvent, non. Voilà. Donc, l'insuffisance rénale est une maladie où les reins ne peuvent plus filtrer efficacement le, entraînant une accumulation de déchets et de liquides dans le corps. Est-ce que vous voyez? Ok. Dans l'autre partie, ils ont spécifié, mais là même, je vais vous démontrer comme ça. Ok. Maintenant, l'insuffisance rénale, c'est que les reins que vous avez ne peuvent pas filtrer le sang que vous avez. C'est-à-dire que les reins n'arrivent plus à filtrer le sang. Mais le sang là va circuler comment? Il circule comment? Est-ce que vous voyez? Ok, comment le sang circule? Il circule par les vaisseaux sanguins. Ok, mettez. Il circule comment? Avant qu'on arrive, je vais vous faire une petite démonstration qui est très intéressante. Voilà. Donc, mais les vaisseaux sanguins. Donc, la différence, quelle est la différence entre les deux? Par exemple, on connaît seulement que deux vaisseaux sanguins. C'est-à-dire les tuyaux dans le corps par lesquels circule le sang, il y en a deux. Il y a les veines et les artères. Bon, mais la différence entre les veines et les artères. Donc, la différence des veines et des artères. Hein, vous étudiez même directement avec Google comme ça. Hein? Donc, il n'y a pas à faire de dire qu'est-ce que c'est qu'il a dit là, c'est vérifié. Les artères et les veines sont deux types de vaisseaux sanguins qui jouent un rôle différent dans la circulation sanguine. Les artères transportent le sang du cœur vers les organes. Tandis que les veines transportent le sang des organes vers le cœur. C'est-à-dire, quand le sang quitte, c'est-à-dire que le cœur, en partant, comme il est oxygéné, pour alimenter, quand le cerveau l'envoie, donc il est oxygéné. Donc, il s'en va pour nourrir. Mais dans le cadre de l'insuffisance rénale, qu'est-ce qui va se passer? Voilà, ce sang-là, il est sale. Donc, quand il est sale, en d'autres termes, les artères sont des vaisseaux sanguins d'injection et les veines sont des vaisseaux de retour. Vous voyez comment c'est simple? Voilà. Donc, les artères. Or, dans le cas de l'insuffisance rénale, on dit quoi? Que le sang qui part est un sang qui est sale, n'est-ce pas? Ok, on va revenir. Reviens. Tu mais qu'est-ce qui donne l'insuffisance rénale? On va voir qu'est-ce qui donne l'insuffisance rénale et on va le comparer à l'autre maladie que vous avez qui est la drépanocytose. Des grandes maladies que on a l'habitude de voir. Ok. Donc, voilà ce qu'il va avoir. On vient de vous démontrer l'insuffisance rénale tout à l'heure. Est-ce que vous voyez? Mais on a l'impression qu'en vous parlant de l'insuffisance rénale, vous ne connaissez pas cette partie. On n'en parle pas. On vous dit que non, c'est le sang sale qui quitte le cœur. Mais comment le sang sale là est arrivé? C'est sale comment? Comme pourquoi? Mais voilà ce qu'eux, ils vont vous parler. L'insuffisance rénale, quel que soit aigu ou même chronique, peut être causée par divers facteurs. Mais ce qu'eux, ils connaissent maintenant, ils vont parler de ça. Les causes les plus courantes incluent quoi? Le diabète. Vous ne pouvez pas acclamer ça, ce n'est pas une révélation. C'est-à-dire, insuffisance rénale que tu as eu là, tu l'as eu à cause de quoi? Qu'est-ce qu'il vient de dire? Et ça, il ne parle pas de ça. On ne vous parle pas de ça. L'insuffisance rénale est causée par le diabète. Même si la glycémie cliquée ou bien le AC1 ne révèle pas, mais le fonctionnement de l'insuffisance rénale, de la saleté du sang qui quitte depuis le cœur pour aller vers les organes est sale. Et le fait qu'il soit sale, hein, il a le diabète. Ils sont en train de te dire le diabète, ça veut dire quoi? Hein? Donc le diabète est insuffisance rénale et entre-temps le diabète est quoi? Et les déchets, le diabète c'est les déchets, le sang sale du... Ok, so, on va revenir. Donc c'est pour ça que la drépanocytose, nous les anglophones, la façon dont nous on fait nos recherches, et puis les francophones,
c'est pas trop même chose. Mais on arrive devant. Nous, on va à l'essentiel. Tu vas voir la drépanocytose. Il faut taper drépanocytose. La drépanocytose, aussi appelée anémie quoi? Ça, c'est le francophone qui parle. Drépanocytose appelée anémie falciforme. Mais quelle falciforme? Ça veut dire quoi? Pourquoi tu me parles gros français? Parle-moi quelque chose que je peux comprendre, puisque c'est mon corps qui est malade. Falciforme, c'est quoi? Ok. Est une maladie génétique héréditaire qui affecte les globules rouges. Ah, ok. Donc, tu veux dire que j'ai un problème de globules rouges. Mais globules rouges, là, ça veut dire quoi? Ah, ok, c'est ça que je viens de vous expliquer. C'est le sang qui se forme à partir de la moelle osseuse dans les os, à partir d'un liquide visqueux et qui crée ce qu'on appelle l'oxygène. Donc, s'il y a un problème d'oxygène, donc ça veut dire que déjà, drépano, c'est le problème d'oxygène dans le sang. Ok, on va aller un peu plus loin. Elle se caractérise par la présence d'une hémoglobine anormale, S, hémoglobine anormale, qui provoque la déformation des globules rouges en forme de fossiles ou croissant de lune. Vous voyez ce qu'il veut vous dire? Bon, je vous explique en anglais rapidement. Pour eux, là, c'est trop. Mais sickle cell anemia. En drépanocytose, les anglophones l'appellent sickle cell anemia. Vous, là, vous parlez beaucoup de gros français. Mais nous, on va vous montrer comment nous, on va vous montrer clairement. Mais sickle cell anemia. Voilà. Ce que les anglophones appellent sickle cell anemia. La maladie par sa définition. OK. Un sickle cell anemia. Normal red blood cell. C'est-à-dire que dans le corps, là, voilà la forme normale des globules rouges. Maintenant, voilà ce qu'on appelle sickle cell. C'est qu'ils ont parlé en termes de lune, en termes de plusieurs formes. Voilà. Donc, quand c'est comme ça, non, voilà, ça ne peut pas. Voilà la forme que ça est directement pour que le sang circule dans le corps. Maintenant, reviens. Descends. Non. Voilà. On lit pour anglais. Sickle cell anemia is several form of a sickle cell disease, which is a group of inherited blood disorder. OK. Donc, il veut dire quoi? Ici, ils t'ont révélé 3 maladies en même temps. Sickle cell anemia. Et c'est ça qu'ils ont pris pour appeler la maladie elle-même. C'est-à-dire, la drépanocytose, là, c'est déformation des globules rouges. OK. Donc, viens, il faut aller sur drépano, tu vas voir quelque chose. Quand vous partez par l'examen de sang maintenant, il y a quelque chose qui va se révéler. Voilà. Ils vont te dire que tu as une anémie normochrome ou bien une anémie microcytaire. Hein? Une anémie quoi, docteur Doua? Hypochrome microcytaire. Vous voyez le gros mot? Une anémie microchrome hypochrome microcytaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que non seulement ça a plusieurs formes, c'est-à-dire que le sang qui devait circuler normalement est déformé, ça ne suffit pas, hein? Mais tu peux répondre à ton enfant sa question, ça a perdu sa couleur. Est-ce que vous voyez? Donc, lorsque quelqu'un est en train d'avoir l'anémie, ça veut dire que déjà, ça veut dire quoi? Il a non seulement le sang qui est là est peu, deuxièmement, c'est déformé, troisièmement, ça a... C'est pour ça que tu vas avoir maintenant, il y a des gens, c'est vrai, tu n'as pas de drépano, mais le fonctionnement de ton sang se comporte comme quelqu'un qui a drépano. Tu as des douleurs dans ton corps, c'est comme si on t'a frappé, tu te réveilles, tu as fatigue, tu ne te comprends pas, tu dis mais il y a quoi? La nuit, je sens comme les sorciers dansent sur moi, ce n'est pas sorcier. Ton sang est en train d'être, se gâter, est en train de devenir sale, il faut nettoyer. Ok, donc maintenant, on va revenir, maintenant, hein, on est en train de voir la maladie. Donc, viens maintenant. Donc, vous allez voir, tu viens aussi du côté du diabète. Il faut mettre, qu'est-ce qui donne le diabète? Non, mais qu'est-ce qui cause le diabète? Ce que j'ai dit là, c'est ça que tu écris.
Qu'est-ce qui cause le diabète? On a mis tout à l'heure qu'est-ce qui cause l'insuffisance rénale, non? Ils ont accusé le diabète, non? Bon, nous aussi, on a demandé le diabète. Tu viens comment? Le diabète, tout, pour comprendre en 2 minutes. Hein? Voilà, chez un individu en bonne santé, le contrôle des glycémies est assuré par l'insuline, une hormone sécrétée par le pancréas. L'insuline permet au sucre de pénétrer dans les cellules pour l'utiliser comme carburant, en particulier dans les muscles et le foie. On continue. Vous allez voir quelque chose. Parce que c'est votre droit de le connaître. Chez une personne atteinte de diabète de type 2, le corps devient incapable de réguler la glycémie, qui est le niveau de glucose dans le sang. C'est-à-dire, je vais lire pour eux, et puis je vais condenser pour vous. C'est en ce moment que la glycémie augmente. On parle de hyperglycémie. Voilà. À long terme, si les traitements n'abaissent pas la glycémie, cela peut entraîner de graves problèmes de santé, en particulier des problèmes, quoi? Donc, les gens qui ont diabète, quand on va dans 3, ça veut dire que si quelqu'un a diabète, il aura problème de quoi? C'est-à-dire, c'est pour ça qu'on te dit, va voir quoi ton cardiologue. Est-ce que vous voyez? Tu vas voir le cardiologue. Ici, venu chez toi, tu m'as dit d'aller voir le cardiologue. Il va faire quoi? Donc, ok, continue. Cette maladie chronique nécessite un traitement individualisé et une surveillance étroite de la part de la personne atteinte de l'équipe médicale. Un mode de vie sain à la base du traitement et ses habitudes ne suffisent pas à faire baisser le sucre dans le corps. Des médicaments peuvent être utilisés. On y va. Ok, il existe 2 formes principales du diabète, le diabète de type 1 et le diabète de type 2. Le diabète de type 1 survient chez les jeunes et apparaît souvent pendant l'enfance. Vous savez, diabète de type 1, là. Nous les Africains, nous, on n'a pas de diabète de type 1 comme ça. Mais comment même on gagne le diabète de type 1? Le diabète de type 1, ce sont les gens de diabète de type 2 qui donnent le diabète de type 1. Ça veut dire quoi? Quand je vous ai dit, ça veut dire que quand le taux de saleté est dans le sang et puis, voilà, il ne se traite pas et puis ça va avoir les enfants là. Il y a une forte charge microbienne. Et cette charge microbienne qui lui donne et qui fait que, voilà, l'enfant va naître avec, c'est comme s'il naissait avec le sida. Elle est causée par une destruction auto-immune du pancréas qui ne produit plus d'insuline. Le petit naît avec problème de déficit de pancréas en même temps. Les causes sont mal connues et aucune prévention n'est actuellement possible. Vous voyez ce qu'ils vous disent? C'est-à-dire, eux, ils disent, ton enfant là, ou toi, tu vas mourir. Que eux, voilà. Oh, j'en ai ici. Thank you. Merci, mon collègue. OK. Donc, ils disent que eux là, ils ne savent pas comment. C'est-à-dire, ils ne savent pas, non seulement les causes, ils ne savent pas comment c'est arrivé, et puis ils ne savent pas comment soigner. Or, moi, je vous dis comment c'est arrivé. Qu'est-ce que je vous ai dit? C'est arrivé parce que ceux qui ont le diabète de type 2 là, c'est eux qui ont donné ça à leurs enfants par rapport sexuel. Donc, s'ils avaient nettoyé leur sang, tu peux avoir diabète et puis ne pas donner diabète à ton enfant. Est-ce que vous voyez? Voilà, c'est parce que tu ne connais pas et tu n'as pas nettoyé ton sang et que, voilà, et les épargnants vont t'aider. Donc, voilà ce que la médecine conventionnelle qu'on a étudiée vous dit. Donc, votre destin est dans votre main. Quant au diabète de type 2, qui se présente 90% de tous ceux qui marchent là, des cas de diabète, il ne survient plus dans la vie. Ce qui est principalement dû à un état de résistance d'insuline. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se piquent, ils n'ont plus d'insuline et tout, et puis du surpoids. Mais il parle de surpoids. Mon grand-père qui a un gros ventre comme moi à Boaké et un Américain qui a un gros ventre aux États-Unis, ils n'ont pas la même maladie. Je vais vous l'expliquer tout à l'heure. On continue. Parce qu'ils ne mangent pas de la même façon et ce n'est pas les mêmes aliments. Et nous, nos aliments sont des médicaments en même temps. Le nombre de personnes atteintes de diabète de type 2 est en augmentation constante de cette tendance est attribuée au mode de vie quoi? Blanc m'a pas, hein? Blanc, même si tu fais du mal avant de mourir, ils confessent. Ils disent que vous là, diabète, il n'y en avait pas beaucoup chez vous. Que c'est eux qui ont envoyé ça pour vous donner. Sinon, quand vous étiez en train de vivre, la façon dont vous vivez là, vous n'en avez pas de diabète. Donc, mais pourquoi? Parce que chez nous, les Africains, et que j'ai étudié au labo, même la banane plantain que les enfants, c'est-à-dire écorce de banane plantain qu'on prend pour faire cheveux là, même banane quand on coupe là, le tronc là, le tronc, banane plantain, c'est qu'on suit comme ça là, le tronc même où il n'y a pas de banane là-dessus là. Quand vous pilez l'eau de ça pour boire, simplement, il y a près de 14 à 17% d'antibiotiques. Donc, c'est-à-dire banane braisée même que tu es en train de manger ces médicaments que tu manges.
Quand ils préparent la banane avec la peau. Donc vous allez voir dans certaines cultures, ils préparent la banane avec la peau et puis ils donnent aux enfants, petit comme ça, chaque semaine, des bois. Donc ça détruit les infections dans leur corps. Non, nous-mêmes en tant qu'Africains, maintenant toi tu es allé à l'école, tu as réussi, tu as un peu d'argent, tu ne manges plus banane. Ce que tu fais quoi? Tu fais quoi? C'est quoi tu manges? Hein? Tu vas au shawarma. Donc tu t'en vas acheter la maladie à l'Occident. C'est toi-même qui s'en vas. Quand ton papa, quand ton enfant pleure, oh bébé tais-toi, hein? Maman quoi? Tu donnes quoi? Les enfants des riches là, ils donnent quoi? Yaourt, ça va ça? Yaourt et puis ils donnent quoi? Gâteau. Pour lui il est en train d'aimer son enfant comme ça. Hein? Ce gars il est en train de lui-même volontairement par ignorance en train d'acheter, c'est-à-dire une grosse maladie pour mettre sur son pauvre enfant. À 17 ans, l'enfant a des problèmes de dormir, l'enfant commence à faire des crises, l'enfant, son cerveau n'est plus oxygéné. Et maintenant, oh, il a ses amis, il ne peut plus penser, il commence à prendre chambre, il commence à prendre drogue. Oui, ma tante était venue se journée chez moi 3 mois. Quand elle est partie, c'est ça mon enfant. Il dit, non, il ne faut pas accuser ta soeur. C'est toi-même, avec ton yaourt et tes trucs que tu donnais à ton enfant, là, qui a empoisonné ton propre enfant. N'accuse personne. Donc, le mode de vie qu'on a occidental, associé à la sédentarité et à l'obésité. Aux États-Unis, là, si tu veux vite mourir, hamburger. Les enfants, hamburger. Aujourd'hui, le shawarma. Vous voyez, tu as eu une copine, au lieu d'aller manger sauce graine, ou bien tikriti, ou bien biocossé, vous partez quoi? Vous partez manger shawarma. Mais toutes ces nourritures-là, c'est quoi? Shawarma, mais on prépare ça comment? C'est pour ça, nous, les spécialistes, quand un Libanais est malade, on sait déjà de quoi il souffre. Il a eu une accumulation. Parce que leur nourriture, déjà, c'est maladie. Est-ce que vous voyez? Mais écoutez, ceux qui sont nés au village, les enfants, ils vont avoir diabète comment? Quelqu'un qui est né à Makono, quelqu'un qui est né à Soubré, quelqu'un qui est né à Daoukro, hein? À Digan ici, à Boisseau, au village là-bas, lui, il va avoir diabète comment? C'est le 1er janvier, lui, il boit sucrerie. Les parents, là, même, leur donnent une seule sucrerie Coca-Cola pour 4 enfants. Donc, lui, là, il va avoir diabète là où? Lui, jus qu'il boit là, c'est quand il y a saison de mandarine, saison d'orange, saison de mangue. C'est là, lui, il trouve jus pour boire. Sinon, lui, il a quel argent pour aller payer le jus? Donc, lui, est-ce que vous voyez? Ok, on continue. Au niveau mondial, la Fédération internationale du diabète prévoit que le nombre de diabètes pourrait passer de 285 millions en 2010 à 438 millions en 2030. Or, si vous voulez trouver le vrai nombre, il faut le multiplier par 3. Donc, si on multiplie, par exemple, 438 multiplié par 3 va sortir combien? Presque 1,2 milliard personnes sur la Terre. Mais c'est normal, puisque c'est eux qui ont le diabète là, donc, et qui nous ont envoyé. Donc c'est normal que quand Corona est venu, et que ça les tue. Sinon, ce n'est pas parce que vous priez beaucoup. Vous n'êtes pas mort assez parce que votre système immunitaire est solide et résiste. À cause de quoi? Parce que à cause du mode de vie que vous avez, la nourriture que vous mangez. Mangez tikliti, mangez gombo, mangez biokoso, mangez sauce arachide, mangez sauce graine. C'est manger quoi la sauce aubergine. Votre nourriture que vous mangez est tellement riche que c'est incomparable à la leur. Je peux aller en contestation avec tout scientifique mondial. Puisque moi, je suis le 2e meilleur microbiologiste au monde. Et pour moi, c'est basé sur des principes scientifiques. Tu parles, on va au labo et on fait sortir les principes. OK. Au Canada, en 2009, 6% des personnes de plus de 12 ans ont été déclarées être atteintes de diabète. Au Canada, 12 ans, ça là, c'est un chiffre biaisé pour ne pas effrayer les gens. Ce n'est pas vrai. Au Canada, depuis 6 ans, les enfants ont diabète. Aux États-Unis, depuis 6 ans. Voilà. Maintenant, ce taux va augmenter pour là atteindre près de 18% chez les 65. Voilà. Ça veut dire que ça va devenir beaucoup. Là, ce qu'ils vont dire sur nous, quand il arrive sur nous. Au total, plus de 9 millions de Canadiens sont atteints. OK. Regardez ce qu'ils vont dire sur nous. Ce résultat est triple pour l'Afrique. En outre, de nombreux cas de diabète sont inconnus car ils ne sont pas encore détectés. Qui vous a dit ça? Quand c'est nous, ils ont multiplié déjà par 3. Mais Corona là, c'est essayé. Avec Corona, on a vu. Si en Afrique, il y a diabète ou bien chez vous. Est-ce que vous voyez? Mais regarde, ils vont venir en bas. Blanc, il ne m'a pas, hein. Ils te mélangent, mais il faut être vigilant. Le diabète de type 2 survient généralement après l'âge de 40 ans. Regarde, il dit non chez les Africains, c'est après l'âge de 40 ans. Or, chez eux, ils ont dit l'âge de 12 ans.
chez les Africains, le diabète arrive à 60 ans, 50 ans. Est-ce que vous voyez? Avant, nos parents au village, mais écoutez, nos parents avaient les 80 ans. Mais ils pouvaient enceinter les petites filles de 18 ans, 19 ans au village. Leur bangala fonctionnait parce qu'ils avaient assez d'oxygène. Mais aujourd'hui, quand je ne sais pas, même les jeunes de 40 ans de la vie ne même pas gérer leur propre, comment on appelle ça, age mate. Est-ce que vous voyez? Donc, pourquoi nous, on a diabète à 40 ans et puis eux, ils ont à 12 ans? Pourquoi? Oh, ils ont tout. Ils sont riches, ils ont l'argent, ils ont l'environnement, ils ont tout. Mais leur mode de vie, c'est qu'ils mangent là. C'est pas bon. Dès maintenant, éduquez vos enfants dans la nourriture. Ne leur donnez pas de lait, ne leur donnez pas de choses. Lait là, si ça peut faire têter la oui. Mais payer les choses sur la route, venir leur donner, faire, en tout cas, allez, va au shawarma, va à truc et tout, maman, il faut leur enseigner que tu es en train de payer ta mort. Et je ne veux pas être responsable de ça. Ok, s'il ne peut pas manger sauce aubergine à la maison, alors il n'a qu'à se débrouiller. Les découvertes, voilà, de nos plantes associées à toutes les plantes qui sont sur la terre, que nous avons étudiées, pour la première fois, nous avons réussi à composer une immunothérapie, non seulement qui est déjà en termes de tisane et de comment on appelle ça, hein, de booster des plantes, mais qui sera publié en décembre en termes de gélules sur le journal scientifique mondial. Il reste 10 minutes. Si vous avez des questions. Prof, je voudrais d'abord que toute la salle, voilà, vous ovationne. On ovationne le professeur, parce que ce que vous venez d'entendre ce soir n'a jamais été enseigné. N'a jamais été enseigné en Afrique. Et ce sont des découvertes qui ont été faites après 9 ans, 8 mois. 9 ans, 8 mois bien comptés pour pouvoir mettre en place cette thérapie, immunothérapie, qui aujourd'hui fait des heureux. Donc, nous voulons véritablement dire merci au prof. Et ayant fini cette présentation, belle présentation, très riche, nous allons passer aux questions-réponses. Les questions, voilà. C'est 10 minutes. Il reste 9 minutes. Ok. Je voudrais poser la question de savoir quel pourrait être l'impact de Zézépagnon éventuellement sur les maladies génitales féminines, principalement les fibromes. Merci. C'est formidable. Nous avons créé pour les fibromes, voilà, nous avons aussi mis en place les fibromes, c'est-à-dire que sont venus par le volume de la chaleur à l'intérieur de l'utérus, d'autres par les infections, d'autres par le volume de mécanismes incompris dans le système de renouvellement. Voilà. Et nous avons créé un produit, voilà, et qui compose l'argile et plus de 38 autres plantes, voilà, qui composent et qui va percer le fibrome et ça va tomber seul. Voilà. Nous en avons. Voilà. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Merci pour tout ce que tu as pu nous dire. J'ai dit tu parce que je suis ton papa. Merci, papa. Je suis Didier Kadio-Adolphe. Oui. Ancien procureur général. Oui. Et j'ai connu Zézépagnon à travers une amie de longue date, Maître Angèle Kouassi. Nous sommes de la même promotion. Oui. Mais elle est dans le privé, n'est pas à la retraite. Moi, je suis dans le public, je suis à la retraite. Yes. Dans tout ce que j'ai entendu, notre santé dépend de la diététique. Yes. Qui peut être définie comme la science de la nutrition. Alors, est-ce que vous pouvez insister davantage sur ce qu'on doit manger et nous conseiller dans ce que nous ne connaissons pas, qui est proche de nous et qu'on devrait manger en même temps qu'on se soigne. Ok. Thank you very much. Ok.
Le papa, il est mon patient, il est ancien procureur de la République, il vient de vous donner, et voilà son nom. Enchanté d'être venu. Veuillez vous asseoir. Ok. C'est ça. Le petit problème qui existe en Afrique, c'est le problème de dosage. C'est un problème de dosage. On ne prend pas n'importe quelle plante pour aller la préparer et la boire parce qu'on aurait entendu qu'elle peut faire que tu vas avoir la diarrhée. Moi, en tant que scientifique, avant de donner une plante à quelqu'un, je l'étudie d'abord. Et je sais que la plante que je te donne, voici. Donc nous avons travaillé sur 100 plantes. Et nous avons créé des solutions. C'est des solutions-là qui sont dans des épagnons. Et ça commence de 20 000 jusqu'à 300 000. Donc c'est pour dire qu'il y a pour tout le monde dedans. Maintenant, en ce qui concerne la nourriture, la vérité que je suis en train de vous dire, c'est que la nourriture... Bon, vous êtes de quelle ethnie, monsieur le procureur? Vous êtes à Abigui. Ok. Quelles sont les nourritures chez les Abigui? La tchéké. Ok. Le foufou, par exemple, la tchéké. La tchéké, lui, la façon qu'on le fabrique, c'est-à-dire que c'est le manioc. Si on préparait le manioc directement quand on mange, je peux dire qu'il n'y a pas de problème. Mais dans la fabrication de la tchéké, c'est associé à l'amidon. C'est pour ça. Dans nos traditions, quand les gens disent que la tchéké de Laou, Laou c'est bon, vous savez pourquoi? Ils ont constaté que quand ils fabriquaient de la tchéké, ils mangeaient directement, ils avaient le goitre. Donc, ils ont trouvé que, mais quand il a diminué l'amidon, parce qu'il y avait la vitamine E qui était dans l'huile rouge, donc quand ils mélangeaient la tchéké avec l'huile rouge, ils trouvaient qu'ils n'avaient plus de problème. Et c'est devenu une culture. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Bon, quand quelqu'un te fait un peu de mal, tu es fâché, tu fais un plat d'attiqué mélangé de huile rouge. C'est comme ça, c'est resté dans leur tradition. L'attiqué fait à base de huile rouge, normalement, c'est le meilleur. Mais garba que vous mangez à longueur de journée, qui n'a pas été transformé avec l'huile rouge, peut vous créer des problèmes. Est-ce que vous voyez? Donc, nous, voilà. Donc, ce que je peux vous conseiller, mangez les choses à l'état brut. La banane, vous la préparez, on peut faire foutou, on la pile, et puis vous la mangez. Le manioc, on peut faire son foutou, on la pile, et puis vous la mangez. Mais avec quelle sauce? Tout ce que vous voyez en brousse, là, papa, que ça soit sauce aubergine, que ça soit sauce graine et tout ça c'est bon. On a étudié ça au labo. On a même votre sauce, votre graine là, l'huile là. On prend même pour taper les ceintures, pour mettre ça au milieu, pour guérir les zonas. Parce que c'est antiseptique. Vous comprenez? Donc vous voyez? Ok, donc toutes les nourritures que vous avez en Afrique, sans transformation, à l'état brut. Prenez par exemple les gens du Nord. Est-ce que vous voyez? Les gens du Nord, eux ils ont quoi? Le maïs. Les gens du Sud, ils ont le manioc, ils ont le riz. Et tout. Mais le maïs lui-même, s'il est fait directement, on enlève le maïs là-dessus. Et puis on le pile. Le kabato qu'ils mangent là. Mais ça fait que eux, ils ne grossissent pas. C'est-à-dire que ça réduit le poids, mais en même temps, ça donne une vitamine au niveau des cellules pour accompagner. Ça crée un peu plus vite les cellules hématopoïétiques. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand ils voulaient avoir beaucoup d'argent, ils sont devenus des commerçants. Ils ont commencé à aller voir Oufoué pour faire Satmassi, pour leur faire maïs qui peut devenir beaucoup. Et maïs qui est devenu beaucoup avec engrais. Mais ça ne répond plus à leur maïs qu'ils avaient en vente. Est-ce que vous voyez? Même les cheveux de maïs, c'est que les enfants s'amusent avec. Quand vous préparez maïs avec sa peau totalement, et que vous commencez à boire l'eau simplement de ça, une fois par semaine, ou 2 fois par semaine, si vous avez des infections, les plaies vont guérir. Nos parents étaient des scientifiques. C'est parce que beaucoup de chercheurs n'ont pas analysé nos cultures, ils n'ont pas fait des recherches sur nos cultures, ils sont venus enlever dans nos têtes que pour nous là c'est diabolique, l'autre là c'est bon. Donc on a perdu nos valeurs et c'est pourquoi aujourd'hui, vous voyez un ancien procureur. Mais est-ce qu'avant là, vous mangez bien cossé et tout? Si vous avez une petite copine, vous partez à l'hôtel Ivoire dans les bonnes choses, les petites choses et tout.
Donc ça fait que votre frère qui est au village, il est beaucoup plus en forme que vous, parce que la nourriture occidentale vous a créé un peu plus de problèmes à la vie occidentale. Vous êtes dans le climatiseur. L'air qui sort dans le climatiseur, mais c'est l'air pollué. Oh, lui, il se promène en brousse là-bas, au milieu des arbres là-bas. Il y a l'air naturel et tout. Donc, il y a ça. Mais normalement, vous devez prendre un mois avant, chaque année, un mois, aller s'asseoir au milieu des arbres, en brousse. Mais vous ne le faites pas. Parce qu'aller s'asseoir avec les villageois, bon, ils vont t'emmerder et tout, bon. Mais c'est peut-être une partie de la vie. Donc, ce sont des choses qui n'ont pas été enseignées. Donc, on ne sait pas par où commencer. Mais ce que je voudrais dire, la nourriture que vous mangez là, voilà, seulement, comme maintenant, vous avez un problème, la métabolisation n'est pas trop, voilà, vous buvez votre zézépagnon un peu, mais vous ne mangez plus tard parce que le pancréas ayant perdu ses capacités, donc il faut le réoxygéner. Donc, quand vous voulez manger, la nourriture doit être beaucoup plus broyée, voilà, pour ne pas fatiguer l'estomac. Sinon, toutes les nourritures en Afrique qui se trouvent dans vos brousses sont des médicaments. Toutes les nourritures que vous mangez, qui sont faites à base, sans engrais et tout dans vos brousses, sont des médicaments. Yeah. Mais exagérer même n'est pas bon. Même mangue, simple mangue. Si tu en manges beaucoup, tu vas avoir diarrhée. Mais si tu en manges moins, tu vas bien digérer. Donc tout ce qui est excès, ça c'est pas moi qui vais vous l'enseigner, vous-même vous le connaissez. Voilà. Professeur, docteur Doua. Go ahead. C'est pas une question, c'est une contribution. Ok. Mais je vais faire ma contribution et je vais vous demander aussi quelque chose. Ok. Beaucoup sont ici, ils ont plus ou moins pris des épagnons. C'est-à-dire ils ont fait l'immunothérapie. Moi-même j'en ai pris. Il y a beaucoup de témoignages. Mais ce que je voulais dire, professeur, oui. Quand on prend les épagnons, parce qu'on dit que oui c'est naturel, c'est des pâtes naturelles, c'est l'immunothérapie. Mais dans l'immunothérapie, il y a un dosage. Il y a un dosage. Si on dépasse le dosage, ça peut créer un problème. Parce que c'est naturel, que ça va créer des effets. Donc le professeur a institué des dosages après les études au labo. Donc ça veut dire que, parce qu'on dit que c'est l'immunothérapie, je peux boire comme je veux, mais faites attention, il y a danger dedans. C'est pour ça que le professeur a institué des dosages. Maintenant, la contribution c'est quoi? Moi je me suis soigné. Je me suis mis à l'immunothérapie. Le professeur, avant que je ne puisse vraiment croire à cette science, je sais qu'elle existe, il faut que vous me soignez. Et il m'a soigné. Et lui-même, il prend ses épaves. Acclamez ça. On vous a soigné de quoi? Il t'a soigné de quoi? J'arrive. Je vais vous parler des trucs et puis je vous dis, on m'a soigné de quoi? Quand j'ai pris le zézépagnon, 4 mois après, j'ai vu que même je suis couché. Et puis j'ai vertige. Je suis dans mon lit et puis j'ai vertige. Tout en respectant la dose. Pour traverser, même pour marcher, je ne peux pas marcher. J'ai vertige. Est-ce que vous comprenez? Donc si vous prenez les éléments à un certain moment, vous pouvez avoir ceci. Ça veut dire quoi concrètement? Il faudrait que le professeur explique ça. Moi, j'essaie d'expliquer. Parce que quelqu'un ne peut pas être couché et puis avoir vertige. Ce n'est pas normal. Le plus souvent, tu as vertige quand tu veux marcher, tu veux traverser la route. J'ai l'impression que je vais tomber. Il dit, professeur, qu'est-ce qui explique cette vertige? Il m'a expliqué, il dit, ah d'accord, je comprends. Physiologiquement, médicalement, c'est ça. Donc j'avais voulu que, parce que si vous prenez, certainement qu'au bout de 4 mois, même pour certains, les organismes réagissent de façon différente. Vous pourrez avoir des vertiges. Il faudrait que déjà vous prévienne. Pourquoi les vertiges? Est-ce que c'est un bon signe ou est-ce que c'est un mauvais signe? Ça, c'est d'abord ça. Maintenant, j'avais voulu demander au professeur à cette question qui va répondre et puis je vais vous dire de quoi je me suis soigné de ces épargnes. J'avais voulu demander au professeur le nom zézépagnon. Donc ça fait deux, c'est-à-dire vertige à l'expliquer. Deuxièmement, le nom zézépagnon, parce que ça fatigue les gens. Vous savez, nous sommes en Côte d'Ivoire, il y a plusieurs ethnies. Il y a plusieurs ethnies, ce n'est pas de la politique. Donc, quelqu'un qui est au nord, on va dire que zézépagnon, il est réticent. Quelqu'un qui est à l'ouest, on va dire zézépagnon, il est réticent. Est-ce que vous comprenez? Le médicament peut être bon, mais le nom peut être un problème.
Mais pourquoi le professeur a donné le nom Zézépa? Il a voulu qu'il explique ça. Voilà, il a déjà dit ça. D'accord. Maintenant, je vais vous dire. Je vais expliquer. Il va encore expliquer parce que tout le monde n'était pas là. Maintenant, je vais vous dire ce que les Espagnols ont fait là. Moi, j'ai une bronchite chronique depuis 1987. Une bronchite chronique. Je suis petit médecin. J'ai documenté la bronchite chronique. J'avais voulu savoir est-ce que c'est une tuberculose pulmonaire. Je suis parti faire les bilans. Je me suis même empadronné dans les mains des pneumologues. Je n'ai pas de tuberculose. Mais c'est une bronchite. C'est-à-dire que c'est une bronchite. Je ne vais pas me rentrer dans les détails. Et le professeur, le médicament que je prends là, moi, c'est ma bronchite qui m'intéresse. Si j'ai pu traiter ma bronchite, vraiment, je serai l'homme le plus heureux. Parce que je suis un homme de conférence. Et donc, tu peux dans une conférence, même tu es au micro, et puis tu as ta propre. Toi-même, tu es génie. Souvent, tu es obligé d'aller dans les toilettes pour te libérer. Tu fais comme depuis que tu viens prendre le micro encore. Et puis, depuis que tu parles, vous avez entendu pourquoi tu n'as pas bougé. Non. Donc, je prends les épargnes. Et au bout d'une semaine, tous les signes de bronchite là disparaissent. Je me force même à tousser. Dans mon bureau, mon petit Cissé, est-ce que tu entends le truc? Il dit, non, docteur, il n'entend pas. J'ai dit, mais je prends ces épargnes là, ça a séché tout. Hein. J'ai continué. Et j'ai vu que dans les premiers moments, tous les signes avaient disparu. C'est-à-dire qu'au bout d'une semaine, moi-même je suis là. Il dit, mais est-ce que c'est moi-même? Parce que la bronchite fait partie de ma nature. C'est-à-dire que c'est comme si ça faisait partie de moi. Et je vois que je ne suis plus moi. Parce que je n'ai plus de bronchite. Ça veut dire que ça est dans votre corps, ça fait 30 ans. Est-ce que j'ai appelé le professeur? J'ai dit, bronchite là, j'ai tous plus. Il est d'accord. Et après ce que j'ai constaté, il va expliquer certainement, c'est que 3 semaines après, les bronchites ont commencé à devenir peu à peu. Mais c'était plus comme avant. Mais il vous dit que ça a vraiment régressé. Tout en sachant que la bronchite peut être liée à l'environnement. La bronchite peut être liée à l'environnement. C'est-à-dire que je suis dans un environnement. Comme il y a des allergènes, je n'ai pas avoir une bronchite. Mais même si j'ai des allergènes qui prennent les épargnants, je ne peux pas être guéri. Puisque la maladie est conditionnée par l'environnement. C'est-à-dire que la cause est là. Je prends ces épargnants, mais si la cause est là, je ne vais pas forcément être guéri. Est-ce que vous comprenez? Je t'aide. Mais je vous dis. Docteur, Oui. je t'aide. Merci. En fait, la bronchite qu'il a développée pendant combien d'années? 30 ans. C'est ça? En tout cas, depuis 1987. Depuis 1987 jusqu'en 2024. Quand mon grand frère m'a envoyé à Abidjan, c'est lui qui m'a pris au village. Ok. Ça peut faire combien d'années? Depuis 1987, je ne suis pas encore calculé mon temps. Hein? Donc, en temps, lui, il est quand même le directeur commercial de la prison. Il n'y a pas de médecin qui ne peut pas le voir. On a tout fait. Je ne peux pas guérir. Donc, dans la maladie, on n'a pas honte. C'est lui qui a honte de voir maladie. C'est pas bon. Donc, et puis après de ça, je suis médecin. J'ai fait le service de pneumologie. Et tu es médecin jusqu'à présent? Merci encore. Et même dans les épargnants là, je suis encore prescripteur. Mais ce que je veux vous dire, c'est que vraiment, cette bronchite là, elle m'a fatigué. Et c'est grâce aux épargnants que je pense que ça va. J'explique un peu, docteur Doua. C'est quelqu'un d'honnête et puis qui m'a accompagné. Il est stockiste, il est délégué, il est aussi un conseiller. Je travaille avec lui. Et aujourd'hui, il se sent bien. Mais je lui ai dit qu'est-ce qui va se passer après dans son corps. C'est-à-dire qu'il a entraîné une pathologie depuis 40 ans. Donc c'est rentré dans ses os comme étant un cancer. Est-ce que vous voyez? Vous voyez la bronchite qui repose souvent quand tu avais des amis, tu ne les effraies pas. Parce que tu connais. Tu ne les effraies pas. Vous voyez quand les gens meurent, arrivé à un certain moment, et puis on s'en va, vous voyez leur os, c'est-à-dire que le corps, on ne peut plus soulever l'os de temps, ça devient une tuberculose osseuse. De telle sorte que la personne, ça dit que, voilà. Donc, dans son système, voilà, le valve qui est au niveau du cœur n'est plus oxygéné.
C'est-à-dire que le corps a perdu assez d'oxygène. Donc il lui faut un remaniement. Est-ce que vous voyez? Maintenant, dans le remaniement, il faut remanier les tissus osseux et les artères qui vont apporter l'oxygène. Ça fait douloureux. Et dans ce remaniement, il doit commencer à manger. C'est-à-dire quand il se réveille le matin, il doit manger parce que l'immunothérapie change le sang à partir de la nourriture. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc après 4 mois, il va faire une balance et le corps a besoin de nutriments. Quand c'est comme ça, avant, nos parents, ils faisaient, qu'est-ce qu'ils faisaient? On vous faisait boire, c'est-à-dire que de la bouillie. C'est-à-dire que pour pouvoir oxygéner, voilà, les nerfs. C'est-à-dire, on appelait ça, c'est pourquoi c'est les aliments de force. Est-ce que vous voyez? Ok. Donc maintenant, quand il va passer cette saison, il va rentrer dans une deuxième saison, on appelle ça la saison de la régénération. Est-ce que vous voyez? Dans la saison de la régénération, pour que tous les valves, son corps, puisse redevenir comme un être normal. Parce que la moelle osseuse est intelligente. Mais elle a en face d'elle certains organes qui ne répondent plus à sa faveur. Donc elle doit fabriquer non seulement assez de cellules hématopoïétiques. Maintenant, vous avez vu, quand on a parlé, mais les cellules de la moelle osseuse, voilà, vous allez voir ce qui va se passer. Dans le remaniement, c'est que vous allez voir. Et voilà, vous allez voir. Donc, au niveau du foie, les tissus. Donc, vous allez voir, ça va prendre de 6 à 12 mois. Est-ce que vous voyez? Voilà. Maintenant, à partir d'une semaine, c'est-à-dire que vous allez voir, il y a des cellules, 1 à 2 semaines, ça va commencer à l'oxygéner. Donc, il va commencer à se sentir à l'aise. Mais cela ne veut pas dire qu'il est guéri. Parce qu'il y a des tissus dans son corps qui ont besoin de 2 remaniements, voilà, qui consistent au remaniement des cellules de quoi? Du foie et des cellules des bronchites. Donc ça peut prendre 6 à 12 mois multiplié par 2. Donc ça peut prendre 2 ans pour que totalement il soit rétabli. Est-ce que vous voyez? Voilà. Mais la médecine conventionnelle ne connaît pas ça. Parce qu'ils ont une approche directe sur la chimio. C'est-à-dire l'approche va jusqu'à ce que ça atteigne là. Mais nous, je ne lui ai pas expliqué tout. Puisque moi, je sais qu'il va commencer à aller bien. Et il a commencé à aller bien. Il a dit non. Maintenant, ce que tu vas faire, il faudrait que tu manges le matin. Maintenant, tu vas diminuer la dose. Et ça va aller dans 6, 12, même 24 mois. C'est fini. Parce que c'est quelque chose qu'on a supporté pendant 38 ans. Voilà. Il faudrait que... Et il y a des cellules qui vont se régénérer, mais il y a des cellules qui sont déjà mortes, mais que des sous-cellules créées par la moelle osseuse vont supporter. Donc il ne pourra plus avoir, c'est-à-dire au fur et à mesure que le temps passe. Mais lui-même, il a trop d'argent. Où est sa femme? Votre mari était comme ça avant? Voilà. Est-ce que vous voyez? Donc, vous voyez? Donc c'est pour ça, lui-même, il a vu ça, étant un expert, c'est pas n'importe qui, il est payé cher, hein, là où il travaille. Là. Ah. Donc, docteur, vous étiez qui? Directeur? Non, mais c'est pas n'importe qui. Vous étiez qui? Viens. Bon, je n'étais pas grand quelqu'un. Pas grand quelqu'un. Mais ce qu'il faisait avant, c'est qu'au niveau du système de santé en Côte d'Ivoire, il y a 4 entités. Il y a le régalien qui est géré par le public, c'est-à-dire le ministère de la Santé, qui est le régalien du système de santé, mais qui a délégué certains compartiments, c'est-à-dire que par exemple le privé est là, donc ça fait 1. La société civile est là, ça fait 2. Les PTF, c'est-à-dire les partenaires techniques et financiers du secteur de la santé, c'est-à-dire la Banque mondiale, l'OMS, l'UNICEF, tout ça, et ils constituent ceux qui apportent leur soutien au pays. Vous voyez, non? Quand on dit qu'on le VIH, là, qui paie le médicament du VIH? C'est les bailleurs, n'est-ce pas? Qui paie le médicament de tuberculose? C'est les bailleurs, n'est-ce pas? Donc, on les appelle les PTF, les partenaires techniques et financiers, la Banque mondiale, tout ça. Et il faut un secteur.
Le public, il est le régalier, c'est-à-dire que c'est lui qui donne ses pouvoirs-là. Mais moi, ce que je faisais, c'est que dans le public, il y a aussi le privé, n'est-ce pas? Et il y a deux privés. Ils ont classé ça en deux privés. Il y a le privé qui vit de ses prestations médicales, ce sont les cliniques. Vous voyez, non? Les cliniques, là, elles vivent de leurs prestations, n'est-ce pas? Mais les grandes entreprises qui ont des centres médicaux, est-ce que ces grandes entreprises-là vivent de leurs prestations médicales? C'est le code du travail. C'est une obligation qui leur est faite. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand une société, par exemple, comme... Mais là, vous étiez qui? Donc, moi, j'étais le représentant de toutes les entreprises de Côte d'Ivoire auprès du cabinet, auprès du ministère de la Santé, et puis auprès de la primature.